Élèves de seconde, bonjour, voici votre première leçon sur les atomes. Dans cette leçon, nous nous intéresserons d'abord à la notion d'atome, comment on a construit ce modèle depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Nous verrons ensuite ce que nous appelons la charge électrique élémentaire et comment l'atome, entité constituée de nombreuses particules chargées d'électricité, peut être néanmoins électriquement neutre. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité grecque, Leucippe et son disciple Démocrite pensent que la matière quelle qu'elle soit, par exemple un petit morceau de cette colonne, peut être divisée en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, encore et encore, un très grand nombre de fois. Avec un microscope imaginaire, on zoome pour voir la suite. Division, 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 mais comme le pensent Leucippe et Démocrite, ce processus a une fin. À un moment donné, la matière ne peut plus être divisée. On est arrivé à l'ultime morceau de matière indivisible qui ne peut pas être coupé, en grec ancien, atome. Les atomistes Leucippe et Démocrite, comme on les appelle, pensaient que les atomes étaient très petits et qu'ils avaient différentes formes et tailles. Il est important de remarquer que le fait d'arriver à l'ultime grain de matière, à l'ultime division, donne une idée tout à fait différente de la matière que celle que l'on obtiendrait si le processus de division était infini. Faisons un peu de place, voilà. Aristote n'est pas un atomiste. Il pense que la matière peut être divisée indéfiniment et que chaque chose est un mélange dans différentes proportions de 4 éléments. La terre la plus lourde en bas, puis l'eau, l'air et le feu le plus léger. Notons qu'il existe un 5e élément, l'éther, mais inaccessible car n'existant que dans le ciel. La notoriété d'Aristote est très grande, il est très écouté et l'hypothèse des atomes sera abandonnée pendant pratiquement 20 siècles. On essaiera de comprendre la matière en combinant ces 4 éléments, ce sera l'alchimie. Mais comme cette théorie des 4 éléments est fausse, nous le savons maintenant, l'alchimie ne mènera à rien de scientifique, même si son apport à la chimie, qui vient ensuite, n'est pas négligeable du tout. On voit ici l'alchimiste Hennig Brandt découvrant le phosphore qui luit dans l'obscurité. Il faudra attendre le début du XIXe siècle et les travaux de Dalton sur les gaz pour revenir à une conception atomique de la matière. En 1805, John Dalton met la théorie des 4 éléments en défaut et montre que les atomes qu'il imagine comme des sphères pleines, un peu comme des boules de billard, sont bien mieux adaptés pour interpréter les propriétés de la matière. Signalons, avant de continuer, que l'idée d'éther, le 5e élément, n'a été abandonnée définitivement qu'au début du XXe siècle avec Einstein. En 1897, Joseph John Thomson découvre que la matière peut éjecter des particules chargées d'électricité négative, ce sont des électrons. Puisque la matière électriquement neutre contient des charges négatives, elle contient aussi des charges positives, et Thomson propose un nouveau modèle de l'atome. Il s'agit encore d'une sphère pleine, mais non homogène. Dans une matière chargée positivement, on trouve des petites charges négatives, comme les pruneaux dans un pudding. En 1909, Ernest Rutherford, qui s'intéresse à la radioactivité, utilise un cube de plomb percé au milieu d'une face d'un trou allant jusqu'au centre du cube. Il installe un écran en forme de cylindre recouvert de sulfure de zinc, substance qui devient lumineuse chaque fois qu'elle est bombardée par une particule. Il utilise alors une source radioactive émettant dans toutes les directions des particules alpha chargées d'électricité positive qu'il introduit au centre du cube. Toutes les particules qui ne sont pas émises dans la bonne direction sont absorbées par l'épaisseur de plomb et Rutherford obtient ainsi un faisceau unidirectionnel qui vient frapper l'écran en un point facilement identifiable par la lumière émise. Il intercale alors une feuille d'or très fine entre la source et l'écran et observe que la majorité des particules la traversent facilement, quelle que soit sa position. Il en déduit que les atomes de la feuille d'or sont constitués majoritairement de vide. Il observe également que quelques rares particules sont déviées de manière aléatoire selon des angles compris entre -180 et +180 degrés.
J'ai exagéré ici leur nombre pour mieux visualiser le phénomène. Rutherford estime qu'environ seulement une particule sur 8000 est déviée. Comme l'atome est constitué très majoritairement de vide, le modèle de Thomson ne convient pas. Pour augmenter la part de vide, les électrons doivent être plus petits et la matière positive homogène de l'atome de Thomson, la pâte du pudding, doit être remplacée par exemple par des petites particules positives réparties un peu partout dans l'atome, comme les électrons. Ainsi, on conçoit que les particules alpha, assez lourdes, puissent traverser l'atome sans être déviées en bousculant quelques particules légères au passage. Mais ce modèle n'explique pas que certaines particules, même si elles sont peu nombreuses, soient déviées. Pour expliquer la déviation de certaines particules alpha, Rutherford imagine que la charge positive de l'atome est concentrée en un noyau lourd qu'il situe naturellement au centre de l'atome. Ce modèle ne convient pas non plus puisque maintenant toutes les particules alpha qui traversent l'atome sont déviées. Le modèle qui convient contient un noyau lourd chargé positivement au centre de l'atome, mais extrêmement petit comparé à la taille de l'atome. Ainsi, les particules alpha contenues dans la zone colorée, qui passeront très près du noyau, seront déviées par la répulsion du noyau. Les autres particules, trop éloignées pour en ressentir les effets, non. Les électrons négatifs attirés par le noyau positif ne devraient pas pouvoir en rester éloignés, ils devraient se diriger vers lui avant de s'y écraser. Mais, à l'instar des planètes attirées par le Soleil qui, pour éviter de s'y écraser, gravitent autour, les électrons tournent autour du noyau. Et à la différence des planètes qui orbitent toutes à peu près dans le même plan vestige de la formation du système solaire, les électrons peuvent avoir des orbites dans différents plans, ce qui s'accorde mieux avec l'idée d'un atome sphérique. Ce modèle proposé par Rutherford est appelé modèle planétaire de l'atome. Le modèle de l'atome de Rutherford n'est pas conforme à toutes les lois de la physique. C'est pourquoi, en 1913, Niels Bohr, en s'inspirant de la lumière émise par les atomes, qui ne peut avoir que certaines couleurs bien déterminées spécifiques de chaque atome, modifie le modèle de Rutherford. Seules certaines orbites sont permises et d'autres interdites, comme celle-ci par exemple. Les orbites ne sont plus à n'importe quelle distance du noyau, mais seulement à des distances bien précises, autorisées par la nature. On dit que les orbites sont quantifiées. Ce modèle de l'atome de Bohr est un modèle quantique, nous y ajoutons la lettre Q. En 1925, avec Erwin Schrödinger, l'idée de trajectoire des électrons autour du noyau est abandonnée. L'atome n'est plus un mini-système solaire, l'électron ne se comporte pas comme les objets dont on a l'habitude. L'atome est maintenant constitué d'un noyau positif très petit au centre d'un espace vide appelé nuage électronique où l'on a une probabilité de trouver tel ou tel électron. Ici par exemple, plus la zone est foncée, plus on a des chances d'y trouver l'électron, et inversement. Ces idées nouvelles bousculent la physique du début du XXe siècle, mais depuis, aucune expérience n'a pu mettre ce modèle en défaut. Intéressons-nous maintenant au noyau de l'atome. Avant le modèle probabiliste de l'atome, Rutherford avait découvert le proton. Le noyau était constitué d'un certain nombre de protons variables selon les atomes. En 1932, James Chadwick découvre le neutron et nous savons maintenant que le noyau est constitué de protons et de neutrons. Nous avons déjà évoqué la charge électrique négative des électrons ou positive des protons. En 1908, Robert Millikan montre qu'une charge électrique quelconque Q ne peut être qu'un multiple entier d'une charge électrique très petite, indivisible, que l'on note E, équivaut 1,60 10 puissance moins 19 coulombs, le coulomb de symbole C étant l'unité de charge électrique dans le système international d'unités. Cela signifie concrètement que la charge électrique Q peut être égale par exemple à E, 2E, 3E, 12E, etc.
ou, si la charge est négative, moins E, moins 5E, moins 30E, etc., mais jamais 2,5E ou moins 4,8E par exemple, puisque la charge E n'est pas divisible. Comme il n'existe pas de charge électrique plus petite que E, on l'appelle la charge élémentaire. L'atome, tel que nous le concevons au XXIe siècle, est composé d'un noyau contenant un certain nombre Z de protons, noté P+, et un certain nombre N de neutrons, noté N. Autour du noyau, le nuage électronique contient autant d'électrons que de protons dans le noyau, donc Z électrons, noté E-, à ne pas confondre avec la charge élémentaire E. Ces particules portent des charges électriques. Le proton porte la charge électrique notée Q indice P+, égale E, la charge élémentaire 1,60 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron porte une charge nulle, il est neutre comme son nom l'indique, et l'électron porte une charge exactement opposée à celle du proton, Q indice E- égale -E. La charge de l'atome est donc égale à la somme de toutes les charges, soit Q atome égale Z fois la charge du proton plus N fois la charge du neutron plus Z fois la charge de l'électron, soit Q atome égale ZE plus N fois 0 plus Z fois -E égale 0. Nous retiendrons que l'atome, constitué de particules chargées d'électricité pour la plupart, est électriquement neutre. La leçon s'arrête ici. À bientôt.